plus attendre, je vais appeler sur la scène l'équipe des experts, de nos experts, Emmanuel Richard, Agnès Baillot, Frédéric Bonneton, Valérie Vital et Jean-Yves Lépine, puisque comme vous le savez, face à ce qu'on a découvert au sein de cette enquête, on a aussi identifié des paradoxes, et je vais couper le discours que j'avais prévu parce qu'on n'a pas de temps et qu'on a un programme chargé. Donc, comme vous le savez, je vais demander à Frédéric Bonneton, qui est le CIO d'MCR, qui nous a déjà donné le bonheur de l'entendre tout à l'heure, un des spécialistes de la relation commerciale, et que vous avez constaté en rebond à ce que disait Régine, qu'il a fait un exposé le 10 juin. Il a fait un exposé le 10 juin sur le commercial de demain, sur un artiste de l'émotion ou ne sera pas. Frédéric va donc animer cette table ronde afin de restituer les grandes lignes des paradoxes que nous avons identifiés et des pistes de solutions. Mais tout ne sera pas dit aujourd'hui, parce que sinon vous n'allez pas lire le livre. Bon, en tout cas, quelles sont les clés d'une nouvelle relation commerciale, Frédéric? J'ai appelé, merci de monter sur scène, les amis. Je vous donne un micro parce qu'on n'en a que 3. Bonjour à tous. On peut peut-être commencer par un petit tour de table pour que tout le monde se présente. Allez, je commence. Donc Jean-Yves Lépine, je suis le trésorier d'Esprit de Service France. Donc certains d'entre vous me connaissent parce que je suis celui qui envoie les factures, mais pas seulement. Je travaille chez EDF et je suis responsable innovation pour le pôle client, service et territoire. Et précédemment, j'étais chez Dalkia. J'ai eu l'occasion de monter sur scène pour présenter un certain nombre de choses. J'étais le directeur de l'expérience client. Agnès Baillot, donc secrétaire générale d'Esprit de Service France, et puis également déléguée expérience client chez GRDF depuis quelques années maintenant. En essayant Alors les questions de facture, vous les poserez après, hein, pas... Et en essayant de faire autre chose que du pur fluide dans l'expérience client. Emmanuel Richard, je suis membre fondateur d'Esprit de Service et j'en suis très heureux. Et également fondateur d'un cabinet, Extens Consulting, qui va fêter ses 10 ans et qui travaille sur la conquête et la fidélisation sur les parcours clients. Bonjour à tous. Valérie Vital, depuis une petite année maintenant, adhérente d'Esprit Service France. Merci de m'accueillir. Et puis cofondatrice avec Nicolas Massy du cabinet Communication Qualité, méthode qu'on a repris de Catherine de Pesquidou, qui était dans la salle, qui est dans la salle. Merci Catherine. Et au-delà de ça, avec une forte ADN de commercial, ça fait une trentaine d'années de commerce et de relations clients. Donc voilà. Merci beaucoup. Donc, on l'a évoqué tout à l'heure, nous avons dans cette enquête Talk4 menée avec Esprit de Service France, identifié des consensus, alors des consensus sur la difficulté du métier, mais nous avons aussi identifié quelques paradoxes apparents qui nous sont apparus comme intéressants de partager avec vous et qui traduisent peut-être un mal-être ou une incompréhension des commerciaux par rapport à l'évolution de leur métier. Alors pour commencer, peut-être Emmanuel, on va parler de ce premier paradoxe, puisque en fait les commerciaux nous disent la valeur essentielle, ça reste la relation, et en même temps ils nous disent que la distance va rester un élément essentiel de la relation commerciale. Alors comment je fais finalement pour valoriser ma relation dans une relation qui est en train de se distancier ? Alors il y a 3 défis qui sont apparus après le Covid et on a eu donc l'occasion d'échanger avec les membres d'Esprit de Service qui s'étaient réunis chez BPCE, c'est il y a 6 mois je crois. Et sur ce sujet en particulier du lien, il y a 3 faits marquants. Le premier qui concerne la joignabilité, le second qui concerne la convivialité, et le troisième, qui est la spontanéité. Alors, je vais revenir sur chacun de ces 3 aspects. En fait, le premier, la joignabilité,
Ben, je pense qu'il n'est de secret pour personne qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui de joindre quelqu'un, un prospect, un client, soit il est en réunion, soit il est chez lui, mais il est très rarement disponible et prêt à prendre son téléphone. Et ça, c'est la première difficulté pour un commercial, parce qu'on en a parlé déjà, il a besoin de communiquer, il a besoin d'échanger avec quelqu'un. Et ça, c'est le premier grand défi. Le deuxième aspect, c'est la convivialité. En fait, ce qui ressort, c'est que le seul fait de prendre un petit café, d'avoir entre les mains une tasse chaude, une odeur de café ou de thé, eh bien, ça installe tout de suite une atmosphère, ça brise la glace, ça permet d'entamer un échange. Et pour beaucoup de commerciaux aujourd'hui, c'est aujourd'hui plutôt un horaire programmé dans un agenda, et on allume sa visio, et c'est parti, et c'est minuté. Et ça, c'est quelque chose qui est vécu de façon très difficile par les commerciaux, parce que cette recherche d'entrée en relation, elle est quasi impossible. Il faut aller directement au sujet. Et puis le troisième point, c'est la spontanéité. La spontanéité, Frédéric en parlait tout à l'heure, il disait le silence est extrêmement puissant. Si vous vous remémorez une réunion, que ce soit avec un commercial ou même avec d'autres collègues, vous voyez bien qu'à un moment, quand le silence s'installe, il y a quelque chose qui se passe, chacun réfléchit, pense. Essayez maintenant de vous souvenir la dernière fois que dans une visio, il y a eu un silence. S'il y en a eu un... Tu veux dire un silence qui n'est pas dû à une interruption technique ou le gars qui parle qui a pas remis son micro, c'est ça. Alors, un vrai silence, en fait. On va dire un vrai silence qui est provoqué. Et dans ce cas-là, eh bien, je pense, en tout cas, moi je le vis, on le ressent plus comme un malaise. On se dit, mais que se passe-t-il? Qui va relancer la conversation? Voilà, donc 3 points qui sont parus essentiels pour le groupe. Tu sais, Manuel, en fait, c'est pire que ça. Je pense que quand il y a un silence, tu penses que l'autre est en train de faire ses mails et qu'il fait semblant d'écouter la réunion. C'est très vrai. Et d'ailleurs, on parlait de sourire. Il y a parfois des sourires qui surprennent parce que ce qu'on dit n'a pas forcément de caractère amusant, mais c'est effectivement que la personne est en train de lire un message qui l'amuse particulièrement. Et elle sourit à son écran, en fait, mais pas du tout à toi qui est derrière l'écran. En fait. Et donc, il y a de fait un sourire perdu 2 fois. Le premier parce que celui qui a envoyé le message ne le voit pas, mais aussi dans le sens que celui qui le voit ne le comprend pas. Donc tout ça, c'est 3 freins, je veux dire. Oui, et puis en fait, je terminerai en fait, sur un point. En réfléchissant donc, à l'intervention de ce jour, je me suis dit, mais je vais faire une recherche avancée sur un outil que vous connaissez tous, Google, et je vais me caler sur 2 périodes. Regardez comment on voit le commercial en image depuis, je dirais, le début de Google, et puis depuis 1 an. Et en fait, ce qui est marquant, il y a 3 grandes clés qui sont ressorties. La première, c'est qu'il a toujours le sourire. Et ça, je pense que c'est essentiel, de toute façon, parce que qui aurait envie d'acheter un commercial qui n'a pas le sourire? Le deuxième point, par contre, qui m'a marqué, c'est que si vous regardez des photos d'il y a quelques années, vous avez un commercial qui donne une poignée de main franche. Et bien, aujourd'hui, vous regardez avec moins d'1 an d'ancienneté les photos, il est assis seul devant un ordinateur. Et enfin, 3e point, mais qui est commun d'avant et après, c'est le fait d'être souriant au téléphone. Voilà, mais ça montre en tout cas que dans la manière dont on projette aujourd'hui le commercial, il y a quelque chose qui change, c'est ce fameux machin, et effectivement un défi de pouvoir réinstaurer de la convivialité, de la spontanéité. Et des opportunités quand même, ouais. Ah oui, tout à fait, il y en a des opportunités. Il n'y a pas que des problèmes. Et, non, et en fait, les gens étaient particulièrement créatifs lors de notre échange. Le premier, c'est de dire, s'il est difficile de joindre, alors il faut programmer. Il faut planifier les prochaines fois que l'on échangera ensemble et surtout, en fait, développer un rituel, se donner au moins l'occasion d'échanger 1 fois par mois, même si c'est court, mais pour pouvoir donner une information à valeur et susciter l'envie chez le client de partager en retour une information. Le deuxième point, et je pense qu'on en rêve tous, parce qu'on a ce souvenir, c'est des moments de célébration.
c'est de se donner rendez-vous et d'aller partager un bon déjeuner ensemble et de retrouver cette convivialité. Qui a encore plus de valeur finalement, puisqu'il devient rare. Oui. Et alors le point qui nous a, qui est un vrai paradoxe, c'est qu'en fait on s'est rendu compte que si on voulait aujourd'hui surprendre, il fallait le préparer. Et j'ai repensé en fait aux plus grands musiciens, aux improvisateurs, c'est des gens qui travaillent énormément. C'est tout sauf du projeté. C'est véritablement planifier, penser. Et se dire que voilà, pour surprendre, il faut planifier, il faut préparer. Et ça veut dire que encore plus en visio, c'est d'être avec des routines, alors qu'il va falloir définir à plusieurs, mais pour pouvoir aller provoquer cette surprise. C'est ça, pour pas être lisse finalement. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Et alors, juste une illustration, un de nos clients qui a eu l'initiative, alors qu'il y avait 8 personnes donc, sur la visio, de demander à chacun d'étendre les mains de chaque côté de son écran. Et ce qui donne comme renvoi d'image que tout le monde se donne la main. Donc il y a des petites techniques qu'il faut trouver. Bien sûr, il ne faut pas les répéter parce que sinon ce sera comme ce que disait Régine tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va redécrypter le commercial qui replace la même technique. Mais en tout cas, d'une fois sur l'autre, trouver les moyens de surprendre. D'accord. Donc voilà, tout n'est pas perdu. On peut créer de la relation quand même à distance malgré tout. Alors il y a un deuxième paradoxe, Jean-Yves, je me tourne vers toi, qui est peut-être encore plus étonnant dans ce qui ressort de l'enquête, à savoir que quand on dit mais finalement qu'est-ce qui fait la performance commerciale, les gens répondent la relation humaine, et quand on leur dit alors qu'est-ce qu'il faut pour améliorer la performance, ben, leur réponse est plus de processus, plus d'outils, plus de logiciels. Enfin, voilà. Donc il y a quand même quelque chose qui nous a interpellés. Voilà. Quelle solution en fait pour résoudre ce paradoxe? Est-ce que ça en est un? Enfin, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Absolument, ça nous a semblé très surprenant. Il faut créer des relations. Le bon commercial, c'est celui qui est en relation. Mais de quoi vous avez besoin? D'outils et de procédures. On se dit waouh, qu'est-ce que ça veut dire que tout ça? En fait, le constat qu'on fait, et Régine le disait même quand on va dans le restaurant, de toute façon, la transaction sera inéluctablement renseignée dans un outil transactionnel qui est forcément un outil numérique. À un moment donné, quand on passe une commande, quand on est en B2C, on a cliqué un accord, c'est forcément enregistré dans un système d'information, on s'est engagé, en général avec sa carte bancaire, et si on est en B2B, à un moment donné, il y a des enregistrements qui sont faits dans les deux systèmes d'information. D'un côté, celui du client qui achète, parce que si ce n'est pas enregistré comme étant une commande dans son système d'information, le fournisseur ne pourra pas facturer, puisqu'il faut bien remettre le numéro de commande. Et côté fournisseur, être en capacité là aussi de savoir quelle transaction, à quel moment, de quelle façon, dans quel contexte, et matérialiser la transaction, l'accord, dans quelque chose qui est inéluctablement numérique. Donc forcément, il y aura besoin de numérique, c'est une condition nécessaire. Et pourquoi les commerciaux nous disent qu'ils ont besoin justement d'outils performants pour pouvoir se focaliser sur la relation? Et quand on a des commerciaux qui sont obligés de jongler entre différents systèmes, qui sont obligés de savoir à tâtons où en est le client dans son propre parcours, qui essayent malgré eux de poser un certain nombre de questions dont ils se rendent bien compte que ça irrite le client, qui répète une fois de plus un certain nombre de choses, les commerciaux nous disent mais on ne peut pas avoir cette méconnaissance de l'état où est le client. Quand il arrive vers nous, il faut qu'on soit en capacité de savoir où il en est, et donc quelle est la solution? C'est une solution informatique. Donc c'est une solution informatique qui doit faciliter la vie du client, faciliter du coup la vie des différentes étapes, quel que soit le canal par lequel il sera passé. Il faut qu'il puisse, alors évidemment avec son accord, il y a des sujets RGPD, il y a tout un tas de choses là-dessus, mais il faut qu'il puisse s'assurer qu'il crante un certain nombre de choses. Et pour le commercial, de savoir où il en est avec le client dans sa recherche. Est-ce qu'il a exprimé un besoin? Est-ce qu'il a déjà validé quelques solutions? Est-ce qu'il a des questions en suspens? Et finalement, si le commercial a toute cette information-là, il va pouvoir prendre le parcours au bon moment et s'assurer qu'il ne fait pas de redondance avec le client. Il va pouvoir continuer à l'accompagner de façon à ce que le client soit certain qu'il fait le bon choix. Parce que je pense qu'effectivement, donc, entre le B2C et le B2B, il y a quand même une grande différence. C'est que quand on achète quelque chose en tant que particulier, a fortiori si c'est un produit de grande consommation,
on est le mieux placé pour savoir quels sont ses besoins et on est le mieux placé pour savoir ce dont on a envie. Est-ce que je préfère des chaussures à bout pointu ou à bourron ? À la limite, c'est peut-être pas le commercial qui va pouvoir me dire ce que je souhaite, parce que c'est moi qui le sais mieux, même si le commercial peut avoir, dans certains cas, un conseiller dans une boutique peut me suggérer un certain nombre de choses qui, éventuellement, compte tenu de ma physionomie, ne seront pas de nature à me mettre en valeur. Donc là, pour le coup, je peux être attentif à un certain nombre de choses, sous réserve que ce soit exprimé à bon escient avec le sourire. Mais dans le cadre du B2B, le commercial a également une valeur d'expérience, d'expertise. J'ai vu un médecin une fois qui me disait, avant je voyais arriver des patients avec des pathologies, maintenant je vois arriver des malades avec... je voyais des patients avec des symptômes, maintenant je vois des malades avec des pathologies. Quand on a été tout seul sur Internet et qu'on a cherché tout un tas de choses, on peut de bonne foi se tromper. Parce qu'on n'a pas fait 8 ans d'études, pour peu qu'on soit un peu hypochondriaque, dès qu'on voit un truc, on dit ça y est, j'ai ce truc. Et le médecin, en tant qu'expert, va nous apporter des éléments pour mieux comprendre effectivement une situation et nous aider à comprendre finalement la façon dont on va pouvoir sortir de cette situation. Est-ce que c'est un problème d'hypochondriaque qui nécessite un traitement différent ou est-ce qu'effectivement il y a une vraie maladie qui va nécessiter autre chose? Donc nous, notamment dans le monde de l'énergie, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un sujet actuellement qui est très sur le devant de la scène et nos clients, quelque part, sont paumés. Donc ils sont capables de faire un certain nombre de choses via du transactionnel parce qu'il y a du numérique et pour autant ils sont perdus dans un monde qui bouge énormément avec des enjeux qui les dépassent et donc il faut qu'ils puissent avoir une oreille attentive pour exprimer quelque chose. Il faut qu'ils puissent avoir cette qualité relationnelle, il faut qu'ils soient en confiance avec la personne qui va leur vendre une solution qui correspond à leurs besoins. Donc il y a une impérieuse nécessité de personnalisation. Le client, ça a été évoqué également par Régine, ne doit surtout pas se dire mais ils sont en train de me fourguer leurs produits sur étagère. Ça ne peut pas fonctionner. Et puis il faut aussi qu'il y ait une capacité, et là quand on commence à vendre des solutions un peu complexes, d'aider le client à se projeter dans un contexte un peu de proactivité. Personne n'a de boule de cristal. Pour autant, quand on est un expert d'un certain nombre de solutions, quand on vend des services, y compris des services à haute valeur, des services qui coûtent cher, mais des services qui rendent évidemment un grand service, quand j'ai la bonne énergie au bon moment, moins industriel, je peux lancer ma ligne de production. Mais comment est-ce que je le fais? Est-ce qu'il faut que je m'efface à un moment donné? Quel sera le tarif auquel je vais payer mon électricité, par exemple? Dans quel contexte ça va s'inscrire? Il y a des éléments que je n'ai pas et pour lesquels j'ai besoin d'avoir les éléments que le vendeur va pouvoir me donner. Donc ça veut dire que pour le vendeur, il faut qu'il soit à la fois donc un expert de la relation, quand bien même des outils sont là, des outils qui fonctionnent, et il faut que le vendeur soit capable de comprendre un certain nombre de choses, y compris des émotions négatives, pour savoir comment il va porter tel ou tel message, y compris quelquefois dire au client « je pense que c'est peut-être un produit différent qui pourrait vous être utile pour telle et telle raison ». Donc comprendre effectivement la relation. L'électricité, chauffez-vous au bois par exemple? Par exemple, ça permet, ça permet de varier, ça permet d'autres options, c'est vrai, tout à fait, complètement, c'est pas faux. Donc en tout cas le monde n'est plus binaire, donc on est dans un monde de plus en plus complexe, et donc il faut avoir cette qualité de la relation, cette qualité de la compréhension du problème, et de façon à apporter la bonne solution au bon moment. Donc il faut être amoureux du problème du client, et pas amoureux de la solution qu'on lui propose quelque part. Et c'est à cette condition-là qu'on saura lui apporter la bonne solution. Donc un expert de la relation, un expert des produits. Effectivement, quand le commercial ne sait pas la façon dont le produit est décrit sur le site internet, évidemment, ça se passe pas bien. Donc il faut qu'il connaisse très bien le produit. Et puis, il faut qu'il soit aussi en capacité de s'appuyer sur des outils. Donc on a besoin d'outils, donc des outils qu'on appelait des outils béquilles. Évidemment, il faut que ce soit fluide, évidemment, il faut que ce soit convivial, mais il faut que je puisse éventuellement aller chercher très rapidement l'information dont j'ai besoin sur le parcours du client, où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il a déjà acheté, mais également sur les solutions qu'on peut proposer, a fortiori si c'est des solutions complexes. Dans certains cas, on voit des sites automobiles qui proposent différentes options, donc on peut faire un certain nombre de choix, et puis à un moment donné, le système nous dit attention, choix impossible. Si on a choisi A à la page 1, on ne peut pas choisir B à la page 2. Bon, parce qu'il y a des raisons techniques qui font que. Donc là aussi, le commercial, bien sûr qu'il faut qu'il connaisse les produits, mais on est dans des solutions de plus en plus
complexe, qui nécessite effectivement une connaissance plus vaste et de bonne foi, le client ne peut pas être un mouton à 5 pattes. Il ne peut pas tout savoir sur tous les sujets, tout le temps en permanence. Et là, il a besoin d'un outil béquille. Et c'est à ce titre-là qu'effectivement, les commerciaux, lorsqu'ils nous disent « fournissez-nous », et c'est quelque part une attente forte des commerciaux vis-à-vis de leur entreprise, « fournissez-nous des outils qui vont nous permettre d'avoir l'ensemble des informations dont on a besoin et laissez-nous faire ensuite notre métier d'expert de la relation. Donc donnez-nous des outils pour travailler sur le quoi et laissez-nous travailler sur le comment ». Et là, on va voir vraiment une vraie complémentarité entre du numérique pour le transactionnel et du relationnel entre deux personnes qui échangent, qui partagent et qui font mûrir finalement des décisions pour que le client, in fine, sache pourquoi il a choisi telle solution, soit capable d'en parler et soit finalement fier, parce que je rejoins ce que disait complètement Régine aussi. Dans les achats et dans les ventes complexes, ce qui tend effectivement à ce que le client soit éventuellement à un moment donné un petit peu suspicieux, c'est qu'il peut avoir l'impression de se faire avoir. Et donc, s'il sort de l'échange avec le sentiment qu'il s'est fait avoir, que ce qu'on lui propose, ce n'est pas pour lui et pour son futur, il sera frustré. Et le commercial doit sentir tout ça. Alors, en t'écoutant, ça me fait penser, tu sais, tu as des expériences clients où tu appelles, où tu es en face du commercial, et il te dit, mais vous êtes allé voir sur le site? Tu dis oui, et en fait, il dit, bah, attendez, et tu penses qu'il va te trouver une solution? Non, il va aussi sur le site, en fait, il a exactement le même outil que toi. C'est très déceptif, hein. Tu dis, mais j'aurais pu le faire, en fait. Tu vois. Et donc, voilà, est-ce qu'il faut des outils spécifiques? Tu vois, je regarde, par exemple, tu veux prendre, alors c'est pas, je sais que c'est pas bien, hein, mais tu prends l'avion, imaginons. Et tu prends un vol direct et tu veux prendre au retour un vol avec un changement, tu vois. Ça, tu peux pas sur Internet. Et tu as besoin d'avoir un commercial. Et le commercial, lui, il essaye de faire la même chose sur Internet et ça boucle, en fait. Donc, quand il te demande des outils, c'est quand même peut-être... Il n'y a pas une spécificité sur... Alors, je pense qu'effectivement, il demande avant tout un outil interne qui permet d'adresser la potentielle complexité de la demande client, qui ne peut pas, il me semble, être traité par un outil grand public. Si c'est des choses simples, ça peut être fait facilement, directement par un client autonome. Et donc là, on est sur l'autonomie, en espérant que ce n'est pas de la solitude, mais vraiment faire en sorte qu'on ait un client autonome pour peut-être 80% des situations. Par contre, dès lors que le client fait le constat que ça ne fonctionne pas avec le système, alors il a besoin d'une relation interpersonnelle. Et il faut évidemment que le conseiller commercial soit en capacité d'avoir des marges de manœuvre, notamment de flexibilité, qui ne sont pas celles qu'on a instrumentées dans le système grand public, parce que finalement, ce serait trop complexe d'avoir tous les cas possibles. Mais en l'occurrence, on va pouvoir cocher un certain nombre de cases différemment dans l'outil interne. Et je vais l'illustrer par un autre sujet. Dans le monde de l'énergie, on a commencé à réfléchir à changer la façon dont on parle des clients. En fait, on ne parle plus de clients, on parle de partenaires, parce que très souvent, on va voir des industriels en leur disant « on n'a peut-être rien à vous vendre, mais on a des choses à vous acheter ». Parce que des industriels qui ont de la chaleur fatale, parce que le processus industriel génère une chaleur qui aujourd'hui est perdue, on peut capter cette chaleur fatale pour la réinjecter dans un réseau de chaleur. Et donc, ce n'est plus un client qui nous achète des choses, ça peut être aussi un client, mais c'est devenu finalement un fournisseur. Mais on ne veut pas le ranger dans les fournisseurs. Donc on a des réflexions sur l'évolution du système d'information, parce que le système d'information, si j'ai d'un côté les clients, de l'autre côté les fournisseurs, quand vous avez, comme dans notre cas, des partenaires qui sont à la fois fournisseurs, clients, avec des flux financiers, ils nous facturent, on les facture, qui vont dans les deux sens, le système d'information doit être complètement revisité. Et là aussi, c'est l'attente finalement de nos commerciaux, mais donnez-nous des systèmes d'information enfin connectés. Donc effectivement, il faut sortir du monde d'avant. Donnez-nous des systèmes d'information qui soient cohérents avec la réalité de notre quotidien. Et finalement, on parlait de recyclage, on parlait d'un certain nombre de choses. Si Decathlon a commencé à le faire, je peux venir avec mon vélo, il m'achète mon vélo. Comment est-ce que ça rentre dans le système d'information? Je suis client potentiel, maintenant je vais louer un certain nombre de choses, donc on est complètement en train de changer les relations entre qui possède quoi, qui utilise, à quel moment, de quelle façon. Et tout ça, cette complexité doit forcément être instruite dans le système d'information qui doit devenir la béquille, effectivement, de tous, les commerciaux et les clients, pour s'assurer qu'on rentre dans une relation qui est saine et basée sur des choses, effectivement, solides et en phase avec la réalité. Donc, ce n'était pas un paradoxe, en fait.
C'est un vrai En sujet. fait, on se rend compte que c'est pas du tout un paradoxe, c'est un vrai sujet. Il faut réconcilier les deux. Merci Jean-Yves. Agnès, un troisième paradoxe quand même. On dit les commerciaux, c'est la pointe de l'entreprise. Ils vont chercher des chiffres d'affaires, le business, sans eux, il n'y a rien. Et ils nous disent que le management ne les suit pas, qu'ils ne sont pas reconnus, qu'ils ne sont pas supportés. Paradoxe quand même. Oui, un vrai paradoxe. Et le groupe de travail que j'animais a réfléchi sur le sujet. Alors, autour de trois constats. Le premier sur la véritable disruption qu'on note dans nos entreprises, nos organisations très verticalisées, et finalement une vraie disruption entre le top management, les managers et les commerciaux. Et on voit qu'on manque de lien. On manque de lien entre les deux. Alors, ça va se traduire comment, cette disruption? Ça va se traduire par des commerciaux qui ont le sentiment de ne pas être compris par leurs managers, que leurs managers ont un vrai désintérêt de leurs conditions de travail. Tout à l'heure, on parlait avec Régine de la solitude du client qui fait qu'on force finalement à faire de la self-carisation, à aller sur un parcours à faire tout seul, mais finalement, en miroir, on a nos commerciaux qui vont aussi vivre une vraie solitude et incompréhension souvent totale de leur ligne managériale et notamment du top management. On a identifié aussi les modèles qui sont restés, des modèles d'entreprise, d'organisation, qui sont très restés top-down. On a tous tenté, je pense, au cours des 10 dernières années, ce fameux bottom-up qui fonctionne bien parce qu'on va vraiment chercher ce qui fonctionne pas ou ce qui fonctionne bien sur le terrain pour le faire remonter. Mais finalement, et avec les crises, on voit que très naturellement, c'est le top-down qui revient, et cette déconnexion, on va la retrouver. On a aussi pu capter des signaux pendant les mois de confinement, le top management qui prenait beaucoup de paroles, il y a beaucoup de prises de parole directement du top management vis-à-vis de tous les salariés. Et on a un peu oublié les managers de proximité, notamment, qui sont retrouvés, ils s'y retrouvaient plus là dans le dialogue, un peu coupés de leurs équipes, et le top management qui prenait sa place, qui prenait beaucoup de place. Et puis, on a aussi identifié les intentions du top management qui ne sont pas forcément toujours bien explicitées, et finalement le commercial sur le terrain, lui, il va avoir des actions qui ne sont pas forcément cohérentes avec les actions que lui-même va mener. Alors un deuxième constat, tout naturellement, finalement, c'est la temporalité différente des ambitions. Et finalement, on va retrouver cette appropriation non homogène des stratégies aux différentes strates de l'entreprise. Et beaucoup, je pense qu'on le vit tous, des entreprises où on va retrouver énormément de projets, de nouveaux projets. Un nouveau projet hyper intéressant chasse toujours le précédent qui a à peine une semaine. Et finalement, moi je parle souvent de cette espèce de millefeuille indigeste. Et le commercial sur le terrain, il va se retrouver avec beaucoup d'injonctions, beaucoup d'actions. Et ça va être à lui souvent de prioriser. Est-ce que je dois finalement plus mettre les watts sur la fidélisation ou sur la conquête ? Donc, du coup, c'est au commercial de faire le choix qui n'est pas forcément explicité clairement au niveau des top management. Tout à l'heure, Frédéric le disait, il faut avoir une cible unique, une cible écrite. Alors nous, il y a beaucoup d'écrits, je pense, dans toutes nos organisations. Après, est-ce que cette cible, elle est linéaire et elle est bien répercutée au niveau des objectifs de tous ?
c'est quelquefois un peu moins clair. Et puis le troisième constat, c'est des injonctions contradictoires. On les vit tous, des objectifs très court-termistes, avec toujours l'injonction, en tout cas l'impulsion forte de dire on veut de la rentabilité à long terme. Alors nous on le vit, je pense, particulièrement et de façon très criante dans l'énergie. L'énergie, c'est quand même du très long terme, quel qu'on soit en électricité ou en gaz, l'ensemble de nos infrastructures, il faut quand même plusieurs années, voire quelquefois des dizaines d'années pour les construire, qu'on soit sur des centrales, des terminaux méthaniers, des stockages souterrains. C'est pas pour rien qu'on dit une usine à gaz en même temps. Hein. Ou la centrale. Alors, elle était facile. C'est trop facile. Et donc, on le vit, nous, et avec aussi du très court terme. Du très court terme parce que il faut satisfaire les actionnaires, il faut satisfaire les clients aussi qui ont des besoins très court-termistes. Et on a oublié quelque part ce long terme. Et là, l'actualité, depuis une petite année, nous la rappelle. Finalement, il y a certains sujets un peu stratégiques comme l'énergie, c'est du très long terme. Et puis si on revient aussi à tout ce qu'on a vu dans notre groupe de travail, on a aussi identifié dans ces injonctions contradictoires l'écart entre l'orientation customer-centric qui va être quelquefois beaucoup encouragée. En tout cas, on en parle beaucoup dans les hautes sphères et dans le top management. Et puis finalement, dans les actes au quotidien, ça transpire pas. Tout ça, ça devient gênant, surtout dans cette recherche de sens qu'on a tous et qu'on a tous de plus en plus. Et puis, dernière illustration dans ce paradoxe, c'est finalement, et là on y est tous aussi, c'est la période des remontées budgétaires là, pour toutes les grandes organisations qu'on est. Et dans nos remontées budgétaires, de plus en plus, c'est comment on doit faire à ISO moyen, voire avec moins de moyens, mais avec des objectifs qui sont restés identiques. Donc voilà les restitutions du groupe de travail et l'illustration de ce paradoxe de vraiment une disruption, je crois que c'est le mot qui est revenu souvent, disruption dans toute cette horizontalité, cette verticalité, pardon. Ce qui rejoint un peu le paradoxe de Jean-Yves, finalement, disant on veut plus de moyens, mais il y a moins de budget, et on te demande de faire plus, et donc il y a une sorte, c'est cette souffrance en fait des commerciaux qui ressort. Oui, alors chez les commerciaux notamment, parce que je pense que les commerciaux, mais je veux aussi sans doute parler des conseillers clientèle et puis de nos techniciens aussi chez nous qui se retrouvent en front client. Parce qu'on est encore en front, on n'est pas encore en côte à côte. Et une souffrance parce que oui, c'est la perte de sens aussi. C'est comment je fais pour expliquer ce que moi-même j'ai un peu du mal à expliquer. J'ai l'impression d'avoir toutes les pièces du puzzle. Mais finalement, mon puzzle, il ressemble à quoi? Ouais. Merci Agnès. Alors Valérie, dans ce monde-là, quand même, qui est décrit, qui est quand même compliqué, complexe. Comment on fait pour garder les commerciaux engagés? C'est trois savoir-faire qu'il faudrait mettre en œuvre. Alors, prendre ma petite feuille. Pourquoi ma petite feuille? Parce que dans le groupe de travail dans lequel on était, il y avait 7 bonnes pratiques. Donc bon, il a fallu quand même en extraire 3. Voilà. Et puis, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Donc, je vais reprendre, mais je ne vais pas plagier. Et puis, essayer de faire un petit peu plus court par rapport au fait de ne pas redire ce qui a déjà été dit. Déjà, comment garder les commerciaux engagés? Pour les garder engagés, il faut déjà les recruter. Et comment on les recrute? Donc, c'est bien en amont. Et quand on les recrute, il faut les recruter avec des valeurs. Et est-ce que leurs valeurs aux candidats sont les valeurs de l'entreprise? Est-ce que l'entreprise a des valeurs? Quelles sont les valeurs de l'entreprise? Comment elle présente les valeurs? Et lors du recrutement, comment on arrive à faire comprendre, ou est-ce qu'on arrive à comprendre le candidat et à matcher les valeurs communes? Et ça, je pense que c'est toute la difficulté. Et pour beaucoup de choses, d'ailleurs, quand on parle de commerce, il faut aller en amont, il faut aller creuser, etc. Et bien là, il faut aller un petit peu creuser sur ce qui se passe chez les commerciaux dans leur tête. Et d'ailleurs, hier, c'est une petite anecdote, hier, j'ai une collègue qui vient de sortir d'une entreprise d'informatique et pour laquelle elle me dit, en ce moment, je suis en recrutement et
beaucoup d'entreprises me posent la question, est-ce que vous êtes allé sur notre site internet regarder nos valeurs et est-ce que vous avez les mêmes valeurs que nous ou quelles sont vos valeurs? Ou comment on se retrouve, ou où on se retrouve. Elle a répondu, mais est-ce que vous-même vous y allez sur votre site internet? Parce qu'on sait bien que c'est pas le cas. Exactement, voilà. Donc, on va dire que ça, c'est important. On voit aussi dans cette génération qui arrive que l'environnement, hein, bien sûr, on sait bien que aujourd'hui, si on parle de RSE, il y a les 3 piliers, que ce soit le social, que ce soit l'économique avec le sociétal ou que ce soit l'environnement, mais que on va dire que la génération plus jeune est très, très orientée planète, environnement, etc. Et si l'entreprise n'a pas ces valeurs-là, c'est plus compliqué d'engager. Donc là, je parle pour les commerciaux, pour que ce soit ancré dans la pérennité. Je souligne une statistique DCF. Ce recrutement, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Il y a, en poste ouvert, pour recruter des commerciaux qui ne trouvent pas, 150 000. Il y a 150 000 commerciaux qui manquent aujourd'hui sur le marché français. Donc autant dire que ce que tu viens de dire sur la capacité à attirer, c'est un sujet stratégique. Exactement. Merci Frédéric. Je t'en prie, ça me fait plaisir. Voilà. À ta disposition. Le deuxième sujet important est le système de rémunération. Alors, Régine tout à l'heure disait, on est un peu dans les techniques de vente, etc. Dans les systèmes de rémunération, un peu aussi quand même. Hein, voilà. Et pourquoi? Parce que bien sûr, les commerciaux, c'est des objectifs individuels. On est tous d'accord, on a besoin d'objectifs individuels. Mais dans les objectifs individuels, il y a également la linéarité. Je m'explique quand je dis ça. Et j'ai trouvé que dans le groupe de travail, c'était intéressant. On dit on donne des objectifs aux commerciaux, puis ils ont fait 100. L'année suivante, on leur donne 110 ou 120 ou 130 parce que c'est des bons et ceux-là, ils vont réussir et ça va marcher. Et eux, ils sont des winners. D'accord. Sauf que ces commerciaux-là, ils ne sont plus engagés parce qu'à un bout d'un moment, ils en ont marre. Parce que le marché est plus difficile, plus complexe, mais bon, on me dit que je suis winner, donc on m'en donne plus, donc de toute façon, j'ai pas mes coms, etc. Donc l'idée, c'est d'avoir une linéarité sur des indicateurs à moyen ou long terme pour pouvoir ancrer le commercial et garder ce commercial. Et puis, dans les commerciaux aussi, ils souhaitent avoir une part collective pour pouvoir être embarqués et travailler ensemble et mieux ensemble. Après, moi, quand on parle de commerciaux, mais c'est vrai que c'était bien, je crois qu'Agnès l'a dit également, il faut parler de conseillers clientèle, tous les gens qui, et pour reprendre les mots de Régine, de touchpoint avec les clients. Hein, donc, dans le mot commercial, c'est quand même une grande population. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre par rapport? Donc, la trajectoire de rémunération lissée sur les indicateurs pour fidéliser et engager les personnes. Ça, c'est la deuxième chose. Ça faire en sorte que le système de rémunération ne soit pas un outil de démotivation, mais d'engagement. Exactement, parce que si tu as fait ton chiffre l'année 1, c'est-à-dire 2022, parce que tu as eu une grosse commande, et qu'on te remet 10% de plus l'année prochaine, et qu'aujourd'hui, les industriels n'ont pas de livraison de matériel, etc. Donc, il faut être flexible. La rémunération doit être flexible. Hein, voilà. C'est complexe aussi pour le chef d'entreprise, hein, ça, et je le conçois. Et la troisième chose, c'est développer les compétences. Alors, c'est pas moi qui dirais le contraire, mais ni toi d'ailleurs. La formation, hein, et je crois qu'on l'a dit, et Frédéric X l'a dit aussi, si les gens sont bien formés, ils ont de l'autonomie, ils se sentent plus forts, ça donne envie, ils transmettent leur savoir, ils travaillent en groupe, et là, donc, on ancre les gens et on embarque tout le monde. Hein, donc, je vais essayer de faire court parce que c'est des choses qui ont déjà été dites. Enfin, à moins que tu souhaites que je développe. Non, peut-être. Ce que tu dis, c'est vrai en B2B, en B2C, ça s'applique. Oui, parce que d'abord, je crois qu'on a parlé de digital, je crois qu'on parle d'humain. Commerciaux, avant tout, c'est des humains. La valeur ajoutée du commercial, c'est de parler à l'autre et essayer de mieux comprendre que comprendre une machine. Donc oui, qu'on soit en B2B ou B2C, c'est la même chose. Ok, donc trois pistes pour réconcilier tout ça. Exactement, merci Frédéric. Merci beaucoup. Alors, le dernier paradoxe, paradoxalement, il n'apparaît pas dans la quête qu'on a faite avec Talk4 et c'est ça qui nous a interpellés. Quand on demande aux commerciaux quelle est la compétence clé, quel est le savoir-faire majeur que vous allez devoir développer pour améliorer la relation commerciale, ils ont répondu beaucoup de choses, assez classiques, hein, l'écoute, plus de solutions. Mais il y a une chose qui manquait en fait, et ça nous a interpellés. Alors pour vous expliquer, je racontais une histoire personnelle. C'est en 2015, je tombe sur une statistique qui dit la chose suivante. En 1980,
l'écart entre les meilleurs commerciaux et les moyens était de 54% de chiffre d'affaires. En 2015, il était de 200%. Donc, on a un écart énorme qui s'est créé entre les super vendeurs et les vendeurs normaux. Alors, vous allez me dire, x4, c'est quand même énorme. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a deux questions derrière. Pourquoi cet écart? Ça, c'est une question, d'ailleurs, elle est assez simple en termes de réponse. Mais comment font les super vendeurs? C'est quoi la compétence qu'ils mettent en œuvre et qui leur permet d'être au-dessus des autres? Alors, le pourquoi, vous savez, c'est un peu comme le Tour de France. Pour ceux qui suivent le vélo, il ne se gagne pas sur le plat, le Tour de France. Il se gagne dans la montagne. C'est-à-dire qu'il se gagne quand c'est dur. Or, entre 1980 et 2015, le métier de commercial est devenu extrêmement difficile. Pour des raisons qu'on a évoquées, je ne vais pas revenir, la digitalisation qui donne le pouvoir de l'information aux clients et non plus aux vendeurs, parce que le cycle de vente a complètement changé, et ce qui fait que le temps, alors, moi je fais le point de contact entre le vendeur et son client est réduit au maximum, et ça veut dire que moi, commercial, il faut que je sois extrêmement bon au moment de ce point de contact, ce qui nécessite des compétences spécifiques. Je n'ai pas 3, 4, 5 rendez-vous, 2 heures, le déjeuner, machin, c'est terminé ça. Je vais avoir une demi-heure, un quart d'heure, 10 minutes si j'ai une télévision en magasin, une demi-heure si je suis un oral d'appel d'offres, pour faire la différence. Et donc ça nécessite des compétences spécifiques. Donc voilà le pourquoi, c'est plus dur, les meilleurs font la différence. Après, là, comment font-ils? Alors ça, c'est une question, pour y répondre, c'est pas si simple. Moi, ça m'a pris 2 ans de travail, entre 2015 et 2017, ce qui aboutit à un ouvrage qui s'appelle La négociation émotionnelle, et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, je suis... En interrogeant les gens pourquoi les bons sont bons, en fait, ils vous disent parce qu'ils sont bons, justement. Vous voyez, donc c'est pas une réponse qui est vraiment satisfaisante. Pourquoi tu es bon? Parce que je suis bon. Ah, ok. Mais comment tu fais? Qu'est-ce que c'est le métier de commercial? Quand vous revenez au fondamental, le métier de commercial, c'est de faire prendre des décisions. Point. D'accord? Vous venez voir un commercial, il va vous aider à ce que vous preniez une décision. Alors, quand vous prenez une décision, vous prenez un risque. Risque de se tromper, risque de dépenser trop. Tu disais risque de se faire avoir, terrible. D'accord? Risque qu'on te reproche la décision que tu as prise. Etc. Et donc, comme vous prenez un risque, la condition pour pouvoir décider, c'est d'être en confiance. Et finalement, le job essentiel du commercial, c'est d'aller générer cette confiance. C'est ça son métier. Et il doit la générer à 3 niveaux. Il doit générer la confiance dans l'entreprise. Est-ce que j'ai confiance dans EDF? Bonne question. Est-ce que j'ai confiance dans la solution que tu me proposes avec ton compteur connecté? Bonne question. Et est-ce que j'ai confiance dans le commercial qui me parle? Or, il se trouve que la confiance dans l'entreprise, la confiance dans les produits, c'est porté par le marketing, c'est porté par Internet. Voilà, quand le client arrive, il a en général confiance dans l'entreprise et dans le produit. Et donc, en fait, la véritable différence entre les top vendeurs et les moyens, c'est la capacité à créer de la confiance dans la personne. Et ça, ce qui nous a choqués, c'est que dans l'enquête, sur 10 000 contributions, le mot confiance est apparu 2 fois. 2 fois. Donc, ce n'est pas une donnée qu'ils ont. Alors, on s'est dit, pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons. Je vous en donner 2 essentielles. La première, peut-être, c'est qu'on vit dans un monde de défiance. On vit aujourd'hui dans un monde de défiance. Est-ce que vous savez, dans les années 80, là, quand l'écart était à 54%, quelle était la série télévisée la plus regardée dans le monde? Allez-y, exprime-vous. Dans les années 80. Comment tu dis? Dallas? Non, ça, c'est les années 70, Agnès. Les années 80. Non, la plus dans le monde, c'est pas ça. C'est un truc avec Georges Clooney. Urgence. Et vous avez vu Georges Clooney, il est beau, il est sympa, il est agréable, etc. Dans les années 2000, quelle était la série dans le monde la plus vue? Toujours avec un docteur. Dr House. Le gars, il est antipathique. Il est suspicieux. Quand vous arrivez en disant « je suis tombé dans l'escalier », il dit « non, non, je suis sûr que c'est ton mari qui t'a battu ». Et c'est pour ça que c'est un bon médecin. Parce qu'il est suspicieux. Si je vous dis par exemple « tiens, telle boîte qui fait du surgelé lance une nouvelle marque de lasagne », à quoi vous pensez? Cheval? Ouais, cheval. T'es suspicieux, tu vois, c'est ça. Le progrès, oh là là, avant c'était bien, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir?
On est dans un monde où la suspicion est devenue une qualité. Ah, tu me dis ça, mais je ne te crois pas. D'ailleurs, les théories du complot qui fleurissent sont uniquement basées là-dessus. Et donc, moi, commercial, mon job, c'est de créer de la confiance. Et toi, ton job, c'est t'es intelligent parce que tu ne me crois pas. Tu vois, c'est compliqué quand même. Sur les 7 niveaux d'information que vous donnez à vos collaborateurs, enfin que les collaborateurs ont sur votre entreprise, les 4 qui viennent de l'extérieur de l'entreprise sont plus crédibles que ce que vous donnez à vos... Donc on vit dans un monde de suspicion. Donc évidemment, c'est très difficile pour un commercial d'aller créer de la confiance dans ce monde-là. Et le deuxième élément qui est bloquant, c'est une croyance fondamentale d'ailleurs, parce qu'on est cartésien, hein, c'est que quand moi je décide de manière rationnelle. Je décide de manière rationnelle. Or, il se trouve que toutes les neurosciences ont montré, et je ne vais pas revenir là-dessus, mais on pourrait y passer quelques heures, que la décision, elle n'est jamais rationnelle, elle est post-rationalisée. Le processus de décision, il est d'abord émotionnel. Et d'ailleurs, si vous réfléchissez un petit peu à l'origine du mot confiance, ça vient de cum fidere, avec foi. Et la foi, c'est bien croire en quelque chose sans preuve. Enfin, si vous avez des preuves, d'ailleurs, ça m'intéresse, mais bon. La foi, je crois sans preuve. Et donc, si c'est sans preuve, ça veut dire que je ne suis pas dans le monde rationnel, je suis dans l'émotionnel. Et est-ce que vous savez comment on fait donc, pour générer de la confiance? Comment vous faites-vous en tant que commercial pour générer de la confiance? Comment vous faites en tant que personne pour générer de la confiance? Je m'intéresse. Qu'est-ce qui fait que vous avez confiance en quelqu'un? Il fait ce qu'il dit ce qu'il fait. Quoi d'autre? Il est au service. Esprit de service. Il y a esprit de service. Déjà, s'il est adhérent, on peut faire confiance. Ah ben absolument. Qu'est-ce qui fait que vous allez faire confiance à quelqu'un? Je crée du lien. Je crée du lien. Je l'aime. Oui, même. Non, je l'aime. Oui, si je l'aime, il faut que je lui fasse confiance, ça c'est vrai. Sans confiance, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas d'entreprise qui se développe. Mais qu'est-ce qui fait que je vais faire confiance? Des preuves? Ah, c'est intéressant ça. La preuve. Donc tu as fait ce que tu dis ce que tu as fait. Souvent on me répond l'honnêteté, la transparence, etc. En général, je réponds à ça exactement la description de Bernard Madoff. Tu vois, le mec, il est honnête, il dit ce qu'il fait ce qu'il dit, il a de bonnes intentions, 50 milliards de confiance quand même. C'est un escroc, d'accord. Donc en fait, vous voyez bien que quand on répond à quelqu'un, la confiance et l'honnêteté, la transparence, c'est faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait, etc., on ne répond pas à la bonne question. On répond à comment je garde la confiance. Mais vous, quand vous allez être en face d'un commercial, au moment où vous signez votre contrat, au moment où vous achetez votre produit, vous ne savez pas si le produit va correspondre à ce qu'il vous a dit. Peut-être que chez un tel, ça marche, mais vous, peut-être ça ne marchera pas. Vous n'en savez rien. Vous êtes dans un acte de foi. Vous espérez que ce qu'il dit. Donc vous êtes dans un acte qui est purement émotionnel. Et donc cette croyance que la décision est rationnelle, c'est un frein, c'est un bloqueur important. Et tout ça, pourquoi? Pour nous amener finalement à ce qui est essentiel, c'est que la performance commerciale demain, elle est dans la relation. Et comme l'acte d'achat, c'est un acte émotionnel, l'humain, bien sûr, a sa place de manière fondamentale. Et c'est pour ça que cette étude, elle est importante, et c'est pour ça que le travail sur la relation est important, c'est pour ça que je vous remercie tous, et Esprit de Service France, d'avoir fait ce travail. Voilà. Est-ce qu'on a 2 secondes pour des questions, ou il faut qu'on enchaîne, ou... C'est quoi la question? Ah, il n'y a plus une seule question possible, on a dépassé? Non, mais je ne sais pas, Marie, pas de souci. Non, c'est pas ça que ça. Quelle question avez-vous? Charles-Henri, non, Charles-Henri, il est prêt à... Allez. Merci beaucoup. Merci à vous, bravo. Merci.